Bon, alors donc je vous rappelle juste que vous avez, bon, ce matin, normalement, il y a deux éléments de module qui sont différents. Donc, il y a la partie développement mobile, d'accord? Et il y a un cours sur les systèmes multi-agents. Donc, dans le cadre du module intelligence artificielle et systèmes multi-agents. Donc, on va essayer donc de démarrer de temps en temps les éléments de module en parallèle. En fait, on vient de voir on va dire une partie du développement mobile, notamment pour vous initier déjà au développement mobile avec Android. Mais également, nous devrions également travailler d'autres parties sur le développement mobile Android, notamment. On en a déjà parlé, il y a le développement mobile cross-platform, principalement avec React Native, avec Flutter, avec Ionic. Ce qui fait que c'est beaucoup de techno. Forcément, tout ça, c'est beaucoup de technologies, c'est pas compliqué de les maîtriser, mais quand même, ça demande du temps. C'est-à-dire, il faut que vous vous organisiez à travailler tout cela. C'est pour cela que je vais vous envoyer un premier projet sur la partie développement mobile. Donc, comme ça, vous allez déjà entamer un peu. Votre premier projet dans lequel vous aurez aussi intégré quelques fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Alors sachant que vous faites aussi le cours sur la partie intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faudrait pratiquer en tout cas et que vous devrez savoir maîtriser à ce niveau-là. Bon, c'est pour cela que ce matin, je vais vous faire ce cours, cette première partie concernant les systèmes multi-agents et l'intelligence artificielle distribuée. Pour vous parler des systèmes multi-agents, je vais d'abord parler on va dire, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intelligence artificielle, mais c'est juste pour vous rappeler quelques concepts de base, les concepts, on va dire, de base que vous devrez connaître et que vous devrez maîtriser. Vous pouvez laisser votre machine de côté. Vous prenez note en même temps. C'est parfait. Bien, alors comme je disais, l'intelligence artificielle et les systèmes multi-agents sont étroitement liés. Nous allons voir que depuis depuis même 1985, ça fait très longtemps que l'idée des systèmes multi-agents a commencé, et l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui a été créée, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pratiquement, si vous regardez ce qui se passe maintenant, pratiquement, et si vous revenez en arrière, vous allez dire que il n'y a rien de nouveau, parce que pratiquement tout ce qu'on utilise maintenant, c'est des choses qui existaient depuis longtemps. Alors, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens technologiques, il n'y avait pas les moyens, on va dire, en termes de techno et de systèmes logiciels, qui permettaient de mettre en œuvre les fonctionnalités de l'IA, notamment au sein des applications des entreprises. Alors, jusqu'aux dernières années, qu'il y a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup de technologies qui se sont développées. Vous aurez l'occasion de connaître tout ça, les systèmes parallèles, notamment le cloud computing, les architectures GPU, les systèmes distribués, il y a plein de choses, les télécommunications, le big data, il y a des algorithmes de machine et deep learning, il y a les réseaux télécoms, l'open source. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées, qui font qu'à un moment donné, c'est-à-dire l'intelligence artificielle devient, c'est-à-dire les algorithmes d'intelligence artificielle qui étaient compliqués à implémenter à une époque. C'est pas en termes de complexité algorithmique, mais surtout c'est au niveau de l'exécution, parce que pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, il fallait attendre des machines plus puissantes, il fallait attendre beaucoup de choses qui pourraient notamment mettre en œuvre ça. Alors c'est la raison pour laquelle, la même chose, les systèmes multi-agents étaient restés des concepts au domaine de la recherche, mais également pour intégrer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle, il fallait également attendre que les choses se développent de la même manière. Aujourd'hui, pratiquement dans tous les domaines d'application,
l'éducation, la santé, le transport, la sécurité, la justice, l'agriculture, l'environnement, la finance. Donc pratiquement c'est-à-dire toutes les disciplines pratiquement ont besoin d'intégrer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle dans leur métier. Donc ça c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire à l'époque, le cours de l'intelligence artificielle, c'était un cours fondamental qu'on faisait pratiquement dans toutes les filières d'ingénieurs globalement depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais c'était un cours qui, on va dire, c'était un cours sans suite. C'est-à-dire que les gens font du cours de l'intelligence artificielle et après, à la fin, ils se posent la question à quoi sert tout ça? Parce que de toute façon, quand ils passent à l'entreprise, il n'y a rien de tout ça. Pourquoi? Parce que on n'arrivait pas à mettre en pratique tout ce qui se faisait, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc la preuve, c'est que vous le savez déjà. C'est que maintenant, pratiquement, c'est des choses qui sont relativement très simples à réaliser et que vous devrez maîtriser, notamment ça fait partie de votre discipline, de votre spécialité, et c'est des choses qu'il faudrait pratiquer. Donc ce qui fait, en fait, au niveau de ce semestre, donc vous avez pratiquement, on va dire, trois modules qui sont importants. Donc il y a d'abord le module qui intègre la partie intelligence artificielle. Il y a un cours que vous allez faire avec professeur Mstari, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Et moi-même, donc, je vais m'occuper de la partie donc, système multi-agent. Donc ça, c'est un module. Donc, il y a deux parties. La partie, on va dire, concepts fondamentaux, théoriques, et après la partie pratique, mise en œuvre. En tout cas, donc, je vais travailler avec vous. Il y a un cours concernant notamment la partie data science, sciences de données. Donc ça c'est également quelque chose d'extra important que vous allez faire. Et le troisième module, donc ça concerne justement le cours qu'on est en train de faire, dans lequel vous avez une partie IoT, c'est-à-dire Internet of Things, et une partie développement mobile. Alors si vous voyez, si vous regardez bien, ces trois modules, de toute façon, c'est pratiquement, ils sont liés parce que souvent vous aurez besoin donc d'associer la partie développement, la partie IoT, la partie donc intelligence artificielle et développement mobile. Tout ça, c'est des choses qui permettent de pratiquer donc ces disciplines. Bien. Alors, donc juste un petit mot d'abord sur l'intelligence artificielle. Alors, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline. Donc, c'est-à-dire, il intègre beaucoup de choses. Alors, c'est-à-dire, donc, sans rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence artificielle? On peut dire tout simplement que la discipline de l'intelligence artificielle cherche à doter, depuis longtemps d'ailleurs, cherche à doter les systèmes informatiques des capacités intellectuelles semblables à celles des êtres humains. C'était ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche de faire. C'est-à-dire que permettre aux algorithmes, aux applications, on va dire limiter le comportement humain et animal. En fait, donc globalement, c'est comme ça qu'on a fait avancer les choses. Donc autrement dit, donc il y a beaucoup de en fait de choses qu'il faudrait réussir, notamment l'apprentissage. Alors comment permettre aux applications d'apprendre et de ne pas être tout simplement programmées. Alors, donc ça c'est l'intelligence artificielle. Alors après, il y a l'intelligence artificielle distribuée. Alors parce qu'en fait, donc il y a deux choses. Donc comme je disais, donc la partie les concepts fondamentaux, la base, l'aspect historique, théorique, etc. De l'intelligence artificielle. Donc forcément, vous allez l'avoir dans l'autre cours. Et après, vous avez l'intelligence artificielle distribuée. Alors dans l'intelligence artificielle distribuée, donc vous avez deux choses. Vous avez l'intelligence artificielle, donc, dans laquelle on va chercher à modéliser le comportement des agents intelligents. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'idée du code, c'est l'intelligence artificielle, c'est vous avez un algorithme, un agent, une application qu'on va programmer de façon à ce qu'il puisse apprendre des décisions toutes seules. Donc, en quelque sorte, c'est une machine, c'est une application
qui doit être programmée pour pouvoir, soi-disant, apprendre d'elle-même en utilisant ses propres algorithmes pour pouvoir prendre des décisions à un moment donné. Donc, c'est-à-dire, vous avez un penseur isolé, une application isolée, c'est une application quelque part qui est programmée, qui a la capacité d'apprendre et de raisonner principalement. Et après, il y a la partie distribution. Donc, distribuer, cette fois-ci, donc, on va s'intéresser à l'intelligence collective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, finalement, c'est le fait de créer des applications se forme d'un ensemble d'agents, c'est-à-dire, vous avez plusieurs applications distribuées. Vous avez un agent, une application, un algorithme dans une machine, il y a un algorithme dans une autre machine, il y a un robot, il y a différentes applications qui sont distribuées. Mais chaque application, chaque agent, c'est ce qu'on va appeler par la suite la notion d'agent, un agent intelligent. Chaque agent, il est programmé, il est spécialisé dans un domaine précis. Et après, par la suite, ces agents-là, ils vont interagir, ils vont communiquer entre eux de façon à ce que l'on puisse résoudre des problèmes complexes. Alors, exactement comme les êtres humains. Alors, nous sommes en train de résoudre des problèmes complexes, mais tout seul, on ne peut pas faire tout. C'est-à-dire, on a besoin d'associer les performances ou bien les compétences de plusieurs personnes. Et ces personnes-là, ils vont interagir, ils vont faire ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Ils vont permettre donc de collaborer de façon à ce qu'ils puissent résoudre un problème complexe. C'est exactement ce qui va se passer, notamment au niveau de l'intelligence artificielle distribuée. Donc l'idée de l'intelligence artificielle distribuée, c'est ça, c'est-à-dire c'est de faire collaborer un ensemble d'agents distribués, intelligents, de façon à ce que l'on puisse résoudre des problèmes complexes. C'est bon, vous suivez? Bien. Alors, c'est de là est né le concept des systèmes multi-agents. D'ailleurs, depuis 1985, donc, il y a l'idée d'une approche de développement d'applications qui s'appelle en fait les SMA, ou bien les systèmes multi-agents. Les systèmes multi-agents donc, ont été créés justement dans le cadre de l'intelligence artificielle distribuée. Alors en fait, c'est quoi en fait un système multi-agent? Donc on reviendra en détail sur la définition. Un système multi-agent consiste à créer une application se forme d'un ensemble d'agents distribués. Un ensemble d'agents distribués. Quand je parle de la notion agent, c'est-à-dire il y a de l'intelligence. D'accord? Chaque agent est spécialisé dans un domaine précis. Par exemple, vous pouvez créer un agent qui permet de faire la reconnaissance de forme. Il y a un agent qui va, par exemple, de faire la reconnaissance de la voix. Il y a un agent qui va faire, par exemple, un chatbot. Vous avez un agent qui permet de faire, par exemple, d'utiliser des algorithmes de natural language processing, etc. Donc, c'est-à-dire, vous avez en fait, parce qu'après on va voir, on ne peut pas concentrer tout sur un agent. C'est-à-dire, un agent ne peut pas être en fait programmé pour faire tout, n'est-ce pas? Donc, chaque agent, en principe, il va être spécialisé dans une spécialité, enfin, dans un domaine précis. Donc, l'agent, d'une manière générale, donc je répète. Une application multi-agent, bien, le système multi-agent consiste à créer une application se forme d'un ensemble d'agents distribués. Chaque agent vit dans un environnement, le contexte là où il peut vivre, comme nous par exemple ici, on est dans un environnement, on est dans une salle, n'est-ce pas? Parce que quand vous êtes dans une salle, vous avez un ensemble de ressources que vous pouvez utiliser pour faire ce que vous voulez faire. Alors, je suis en train d'utiliser un vidéoprojecteur, je suis en train d'utiliser un ordinateur. Donc, tout ça, c'est des ressources, n'est-ce pas? Parce que dans un environnement, un agent trouve l'ensemble des ressources dont il a besoin pour pouvoir réaliser ses tâches. Ça peut être des capteurs, ça peut être, etc. Donc, etc. En tout cas, il y a un environnement. L'agent, il rentre en interaction avec les autres agents.
Donc il y a la notion de communication. La manière de faire communiquer les agents, c'est fondamental. On va voir par la suite, il y a des langages qui sont utilisés pour pouvoir faire communiquer les agents. Et après, travail, c'est-à-dire agir dans une organisation. C'est-à-dire que chaque agent, dans une communauté, généralement, dans un système multi-agent, vous avez une organisation dans laquelle l'agent évolue. Alors parfois, vous pouvez avoir une application dans laquelle vous avez, par exemple, une organisation hiérarchique. C'est-à-dire que chaque agent a besoin de contacter son supérieur hiérarchique pour pouvoir, par exemple, avoir les informations. On peut avoir une organisation complètement distribuée. On peut avoir une organisation, ce qu'on appelle en pipeline, etc. Donc l'essentiel, c'est que la manière d'organiser les agents, c'est comme si maintenant, dans votre, par exemple, projet d'initiative personnelle, vous êtes 5 personnes et après, vous commencez à partager les tâches. Vous dites, alors comment on va s'organiser? C'est-à-dire cette organisation-là qui vous permet, de réaliser un problème, c'est qui est responsable de telle chose, etc. Donc, globalement, la même chose, dans les systèmes multi-agents, on a besoin de définir ce qu'on appelle une organisation. Donc, on va parler de ça. Alors, donc, quand on développe les agents, bien sûr, on cherche, comme je disais, à implanter ou bien à déployer au sein de ces agents des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Et donc, je vous rappelle qu'en fait, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est imiter le comportement humain. Donc, on va chercher à imiter, c'est-à-dire intégrer les fonctionnalités d'apprentissage, la notion d'apprentissage, le raisonnement, la perception, la migration, l'interaction. Alors, tout ça, c'est des algorithmes qu'il faudrait implanter ou bien qu'il faudrait déployer au sein des agents. Vous avez également la mémorisation, la conscience, l'intention, l'émotion, l'éthique. Vous voyez, tout ça, ça semble assez complexe. Donc, chez l'être humain, il y a beaucoup de choses qu'on fait, parfois que les scientifiques ont essayé d'analyser. C'est très, en fait, le comportement humain, c'est très compliqué de comprendre. C'est-à-dire, vous faites parfois des gestes, ce qui est un peu assez complexe parfois à comprendre. L'émotion, par exemple. Alors, quand pourquoi vous pleurez, n'est-ce pas? Alors, si vous dites je pleure parce que il y a de l'émotion, c'est une situation émotionnelle qui fait que moi, je pleure, ou bien je ris, ou bien j'ai peur, n'est-ce pas? Alors, c'est pareil. Tous ces comportements-là humains, donc on a en fait les chercheurs dans le domaine de la recherche scientifique depuis des années ont cherché à modéliser donc ces comportements et de pouvoir donc on va dire les traduire sous forme d'algorithmes. Il y a plein de méthodes algorithmiques qui étaient créées et qui font que voilà ce qu'on cherchait à faire tout ça. Alors bien sûr il y a des choses qu'on sait faire maintenant, il y en a d'autres qu'on ne sait pas encore faire, c'est-à-dire c'est toujours la recherche évolue dans ce sens-là. Il y a aussi la coordination motrice. Globalement, tous ces systèmes-là, on va essayer donc de les utiliser au sein des agents intelligents. Alors, autre chose. Alors, jusqu'à aujourd'hui, comme je disais bien, donc on parle de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Alors, jusqu'à présent, tout ce qu'on sait faire, c'est de l'intelligence artificielle faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, un agent, on ne peut pas apprendre à un agent de faire beaucoup de choses dans des disciplines qui sont différentes. C'est-à-dire si je vous demande de m'écrire un algorithme qui permet d'apprendre à faire la reconnaissance faciale, et de faire en même temps la reconnaissance vocale, et de faire en même temps la reconnaissance des sentiments, et de faire également, etc., n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on est incapable de concentrer dans un seul agent la capacité d'apprendre, plutôt d'apprentissage, ou bien de prendre des décisions dans des domaines qui sont divers. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, comme l'être humain, on est capable pratiquement de faire beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, donc, on ne peut faire que l'intelligence artificielle faible. Ça veut dire quoi?
chaque algorithme, on va dire, ça, on va implémenter un algorithme qui permet de faire la reconnaissance de forme. Je vais implémenter un autre algorithme qui permet de faire, par exemple, la reconnaissance faciale. Et je crée un algorithme qui permet, par exemple, de faire la reconnaissance, je ne sais pas, par exemple, donnez-moi des exemples, je les cherche, n'est-ce pas? On n'a pas des exemples en tête? Natural Language Processing, etc. etc. Bon, en tout cas, donc, quand vous êtes dans une application dans le domaine du transport, ou la médecine, ou je ne sais pas quoi, par exemple l'imagerie médicale, donc tout ça, c'est des domaines qui sont à part. Alors tout ça, je crois que vous le connaissez déjà parce qu'au moment de l'apprentissage, on a besoin donc d'utiliser un contexte pour que l'agent puisse apprendre à travers des données, des exemples, etc. Donc ce qui fait, pratiquement on peut dire qu'aujourd'hui, donc ce qu'on sait faire, c'est l'intelligence artificielle faible, pas d'intelligence artificielle forte. Parce que quand vous dites l'intelligence artificielle forte, ça veut dire que quand vous avez un agent, un robot, votre robot il est capable de faire tout. Et vous pouvez le placer sur la cuisine et vous l'amener à jouer le foot. Et vous voyez, donc c'est ça. Donc ça, on ne peut pas le faire jusqu'à présent. Alors, ce qui fait que du moment que pratiquement on ne peut pas concentrer tout au sein d'un agent, donc c'est quoi la solution? C'est d'utiliser l'intelligence artificielle distribuée. C'est-à-dire, donc on va aller vers ce qu'on appelle le transfert de raisonnement et le transfert de connaissances. Alors c'est très important, il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau informatique, au niveau de l'intelligence artificielle, et qu'on ne peut pas faire chez les êtres humains, c'est le transfert du raisonnement. N'est-ce pas? Alors vous savez, si je vous dis maintenant, est-ce que vous pouvez me prêter votre cerveau? Est-ce que vous pouvez me prêter votre cerveau pour faire quelque chose? Ben, c'est pas possible. Parce que chez les êtres humains, le processus de transfert de connaissances, ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Je peux te demander, est-ce que tu peux m'apprendre à faire quelque chose? Et dans ce processus d'apprentissage, ça prend beaucoup de temps. Mais au niveau des systèmes informatiques, ça, on peut le faire instantanément. C'est-à-dire qu'un robot peut toujours donner son cerveau à un autre robot. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est quoi? C'est un modèle qui a déjà appris des choses. Et comme c'est un logiciel, c'est du software, donc ça veut dire qu'on peut transférer. Donc, et du coup, donc, dans les systèmes distribués, d'une manière générale, dans l'intelligence artificielle distribuée, un agent peut toujours transférer ses connaissances ou bien son expertise à un autre agent. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de l'IA forte, mais ça résout le problème. Parce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle distribuée pour spécialiser les agents chacun dans un domaine. Ces agents, ils peuvent communiquer. Il y a des systèmes de communication qui font qu'on peut utiliser donc l'intelligence artificielle distribuée. Et en plus de cela, un agent peut prêter son cerveau, soi-disant, à un autre agent. Donc ça, c'est des choses qui font que l'intelligence artificielle distribuée, elle est là, c'est pour résoudre des problèmes complexes. Bien, alors, juste avant d'aller vers les systèmes multi-agents, donc je vais m'arrêter quand même sur des choses que vous allez faire et refaire, peut-être 2, 3 fois, 4 fois, même l'année prochaine, vous aurez un cours sur tout ce qui est machine, deep learning, data mining. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez faire. Mais c'est des choses dont on va parler pratiquement toute l'année et que vous allez manipuler. Pourquoi? Parce que ça fait des choses que vous devrez maîtriser. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc l'intelligence artificielle, bon, c'est un domaine pratiquement qui est vaste. C'est une grande discipline. Et pour faire de l'intelligence artificielle, il existe plusieurs algorithmes, plusieurs techniques, plusieurs disciplines à ce niveau-là. Parmi c'est-à-dire les disciplines qui sont pratiquées aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle, il y a machine learning.
l'apprentissage automatique. Donc vous voyez bien que machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Alors c'est quoi machine learning? Donc machine learning, donc c'est l'apprentissage automatique. Généralement, pour faire du machine learning, il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été créés. Alors principalement quand vous allez faire un cours sur data mining, donc vous allez apprendre tout ça. Les SVM, Random Forest, K-means, la régression linéaire, Q-learning. Il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été créés pour faire de l'apprentissage automatique. Il y a aussi les réseaux de neurones. Ouais, donc les réseaux de neurones, c'est l'une des techniques d'apprentissage automatique. Alors certes, c'est la plus utilisée actuellement, parce qu'il a fait beaucoup de, c'est-à-dire il y a beaucoup de preuves, en tout cas sur un certain nombre d'applications, mais il faut le savoir. Alors, tous ces algorithmes-là d'apprentissage automatique, alors pour faire du machine learning, donc en principe, on peut dire que il y a 4 manières, 4 catégories d'algorithmes de machine learning. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Il y a l'apprentissage non supervisé. Il y a l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage semi-supervisé. Bon, globalement, c'est, on va dire, 4 disciplines, 4 types d'algorithmes. Alors, comme je disais, donc, parmi donc, les algorithmes qui sont utilisés pour faire l'apprentissage automatique, il y a les réseaux de neurones. Alors maintenant, voyons d'abord ce que c'est l'apprentissage supervisé. Donc, en fait, on ne va pas le détailler, mais juste pour avoir une idée. En fait, l'apprentissage supervisé consiste à apprendre à partir des exemples. C'est l'apprentissage par les exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous disposez ce qu'on appelle d'un dataset pour lequel vous connaissez les inputs et les outputs. Donc vous connaissez les entrées-sorties. Alors dans ce cas-là, pour avoir les sorties, il vous faut un expert, n'est-ce pas? C'est-à-dire il faudrait des expériences, etc., qui font qu'à un moment donné, on dispose, on va dire, par exemple, c'est-à-dire ce patient, il a un poids, par exemple, de 60 kg. Voilà, c'est-à-dire, j'ai par exemple des analyses sanguines, j'ai par exemple des informations sur sa couleur, etc., n'est-ce pas? Donc je prends un ensemble de inputs, de caractéristiques, et en sortie, je vais dire, en fait, le médecin a constaté qu'elle est diabétique. Donc on va dire, pour cette personne-là, par exemple, qui a ces caractéristiques, je note qu'elle présente, en fait, c'est-à-dire le diabète. La même chose, donc vous prenez par exemple des milliers d'exemples comme ça, et quand vous avez pris des milliers d'exemples avec les inputs et les outputs, ben vous dites que vous avez ce qu'on appelle un dataset. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc un algorithme. On peut utiliser tous ces algorithmes-là comme vous voulez, mais également parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Alors l'idée c'est quoi? C'est que cet algorithme-là, donc on va lui donner donc les inputs et les outputs, et après l'algorithme, il va essayer donc de détecter, il va essayer donc si vous voulez, de déterminer la corrélation qui existe entre les entrées et les sorties. C'est-à-dire, mathématiquement parlant, c'est comme s'il s'agit de trouver la fonction mathématique qui permet de lier les entrées et les sorties. Alors, bien sûr, mathématiquement parlant, on ne peut pas trouver cette formule mathématique, mais pour avoir une approximation, généralement, on utilise des algorithmes. Alors, parmi ces algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Alors en tout cas, donc vous avez donc l'apprentissage supervisé, c'est quoi? C'est l'apprentissage par les exemples. N'est-ce pas? Alors c'est comme si je vous dis par exemple, au lieu de vous faire un cours pour vous apprendre comment résoudre des problèmes, je vais vous donner, voilà le premier exercice, voilà la solution.
Deuxième exercice, voilà la solution. Troisième exercice, voilà la solution. Et vous, quand vous regardez les 5 exercices avec solution, vous devrez être capable, vous cherchez déjà comment déterminer, c'est-à-dire comment apprendre à résoudre n'importe quel problème de ce type, n'est-ce pas? C'est-à-dire à partir des exemples, vous apprenez à généraliser. Ben, c'est pareil ici, c'est qu'une fois que l'algorithme a appris, ben, on va tout simplement lui donner un cas quelconque et après il va vous dire, bon, il est diabète ou pas. C'est-à-dire c'est la prédiction, donc c'est ce qu'on fait généralement. C'est clair? Vous avez déjà fait des choses comme ça? Vous avez déjà appris avec des exercices solutions? Hein, le bac. Exercice, solution, exercice, solution, exercice, solution. Alors c'est quoi ça? Alors ça, il y a une recette. Hop, je sais comment résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai tellement fait beaucoup d'exercices. Quand il y a un exercice, même si ce n'est pas le même, donc je peux combiner entre l'ensemble des exercices. Donc ça veut dire que j'ai appris. Alors en fait, dans votre cerveau, il y a des connexions neuronales qui font que vous pouvez apprendre à partir des exemples. Et quand vous faites l'apprentissage par les exemples, et bien tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Supervised learning. Alors, il y a une autre manière d'apprendre, pratiquement, c'est l'apprentissage. Alors déjà, avant de parler de l'apprentissage par renforcement, il y a également l'apprentissage non supervisé. Alors pour l'apprentissage non supervisé, donc vous avez un ensemble de données, des inputs, mais vous ne connaissez pas les outputs. C'est-à-dire on n'a pas les outputs. Alors dans ce cas-là, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? On va faire tout simplement des opérations, ce qu'on appelle de clustering. On va essayer donc de chercher avec des algorithmes dans les données, de façon à créer des groupes, des clusters. Parmi ces algorithmes, il y a Camis par exemple. Camis, c'est un algorithme qui est connu d'apprentissage non supervisé. En fait, on va chercher dans l'ensemble des données. C'est comme si je vous dis par exemple, j'ai un ensemble d'étudiants et après moi je vais les classer. Donc je vais essayer de les classer selon ce qu'on appelle des similarités, d'accord? Des mesures de similarité. Et après je vais faire des groupes. Donc ça, il y a un groupe comme ça, il y a un groupe. Donc je peux définir 5 ou 6 groupes. C'est le clustering. Mais pour grouper les étudiants, donc je vais les grouper en fonction de ce qu'on appelle de paramètres de similarité. Donc comment vous pouvez les grouper? Alors c'est comme si je vous donne une image, une photo par exemple d'un cerveau, par exemple une IRM d'un cerveau. Et quand vous regardez la photo, donc vous commencez à grouper les parties. Donc vous dites ça c'est la matière blanche, ça c'est la matière grise, ça peut-être c'est une tumeur. Donc c'est-à-dire le fait de distinguer dans la même image différentes parties en fonction des couleurs, etc. Donc c'est pour faire ce genre de choses, pour faire ce qu'on appelle la segmentation des images, donc vous avez recours à des algorithmes non supervisés. C'est bon? C'est clair? Très bien. Mais après, il y a le semi-supervisé. Alors, semi-supervisé, ça veut dire quoi? Entre les deux. Alors, semi-supervisé, c'est quoi? C'est que vous avez un ensemble de données, un dataset. Pour ce dataset, il y a des exemples où vous avez les entrées et les sorties. Mais vous avez également des entrées pour lesquelles vous ne connaissez pas la sortie. Donc, c'est-à-dire que vous avez un mélange, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre les données pour lesquelles on connaît le output, n'est-ce pas? On va les utiliser pour entraîner le modèle, apprendre, n'est-ce pas? Une fois que ce modèle a appris à partir des données pour lesquelles on connaît la sortie, ben, on va lui donner les entrées pour lesquelles on ne connaît pas les sorties, ce qui va permettre de déterminer les outputs, parce qu'on peut faire la prédiction. Et après, on va prendre l'ensemble des données, cette fois-ci, pour entraîner à nouveau le modèle. Donc, quand vous faites ça, c'est quoi ça? C'est du semi-supervisé, n'est-ce pas? Alors, c'est comme si je vous donne, par exemple, 50 exercices,
40 exercices avec solution et 10 sans solution, n'est-ce pas? Alors pour l'apprentissage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord prendre les 40, vous allez les apprendre. Une fois que vous aurez appris avec les 40 exercices, n'est-ce pas? Vous allez, à partir de cet apprentissage, vous allez d'abord résoudre les 10 exercices restants pour trouver la solution. Une fois que vous avez la solution, ce n'est pas terminé, parce que vous allez encore apprendre les 50 exercices. Donc vous allez les prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a en fait beaucoup de paramétrages sur lesquels vous allez jouer. Donc c'est comme si vous avez un dataset en quelque sorte. C'est comme si vous revenez finalement vers le supervisé, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idée principale. Après, les détails, je ne vais pas rentrer. Alors, après, donc, il y a supervisé. Bon, il y a un autre type d'apprentissage qui est très important dans le domaine d'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors, en fait, dans l'apprentissage par renforcement, c'est l'apprentissage par l'expérience. Alors vous allez juste vous demander, vous, est-ce que tout ce que vous avez appris dans votre vie, est-ce que vous avez fait de l'apprentissage supervisé ou bien de l'apprentissage par renforcement? Alors regardez un petit enfant. Vous faites un petit enfant, un gamin, quand vous étiez gamin, est-ce qu'un enfant peut apprendre avec des exemples? Ben, si vous parlez à l'enfant, vous lui dites, si tu as ça, tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça. Il ne peut pas comprendre ce que vous lui dites. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se balader, il va tomber, il va peut-être essayer de donner un coup à un mur et après il aura mal, n'est-ce pas? En fait, c'est quoi ça? C'est l'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire, vous laissez un agent qui va explorer l'environnement. Prenez un agent, il va explorer. Par exemple, vous avez un agent, vous voulez lui apprendre à sortir par exemple, de cette salle. Alors, pour qu'il puisse apprendre à sortir de la salle, qu'est-ce qu'il fait? Ben, au départ, il ne sait rien faire. Ben, il va juste se balader. Il tâtonne. Là, il est bloqué. Il revient à sa position initiale. Il va encore tâtonner. Au fur et à mesure, il va essayer plusieurs fois. Et à un moment donné, quand il aurait trouvé la sortie, il aurait appris des choses. Il reprend plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse apprendre à sortir. Ben, tout simplement, vous le lâchez. Après, il va sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a appris à travers l'expérience, n'est-ce pas? Bon, globalement, l'apprentissage par renforcement, le principe c'est quoi? C'est que vous avez la notion de ce qu'on appelle l'exploration et l'exploitation. Donc l'agent agit sur l'environnement, donc il agit sur l'environnement parce que vous allez explorer l'environnement. Et chaque action que vous faites sur l'environnement, vous avez ce qu'on appelle une récompense. Vous avez une récompense. Et bien sûr, à chaque fois que vous agissez, vous avez une récompense. Et ces récompenses-là, ça peut être positive, négative, etc. Donc en fonction Avec ces récompenses, vous allez construire ce qu'on appelle une table d'apprentissage. Et cette table d'apprentissage, par la suite, c'est celle qui va vous permettre d'apprendre à réagir, c'est-à-dire face à une telle situation. Alors ça, parmi les algorithmes qui sont utilisés à ce niveau-là, il y a l'algorithme Q-learning. Donc ça, c'est un algorithme qui est très utilisé. Par exemple, la voiture autonome. Vous savez, la voiture autonome, c'est la voiture qui se balade toute seule, n'est-ce pas? Alors, par exemple, la voiture autonome, il va utiliser les deux. Il va utiliser l'apprentissage supervisé parce qu'il va faire ce qu'on appelle du deep learning. Parce qu'en fait, il y a des caméras qui vont permettre à la voiture de reconnaître les obstacles, de reconnaître un peu l'environnement, l'espace. Mais après, il y a l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire comment il a appris à se balader. Tout simplement à travers des simulateurs. La voiture, il fait beaucoup de tests jusqu'à ce qu'il puisse apprendre, par exemple, à devenir autonome. Alors en tout cas, donc, la même chose, donc, on aura l'occasion dans ce cours de faire des implémentations en utilisant donc, les algorithmes, c'est-à-dire d'apprentissage supervisé, mais également on va utiliser des algorithmes d'apprentissage par renforcement.
Alors, après, il y a le deep learning. Alors, en fait, deep learning, donc, c'est une partie de machine learning. Alors, maintenant, quand vous avez un problème où le nombre d'entrées, le nombre de input et le nombre de sorties, surtout le nombre d'input n'est pas très important. Par exemple, vous avez par exemple un problème où vous avez une dizaine d'entrées ou bien une vingtaine d'entrées comme variable, et en sortie vous avez 4 ou 5 ou un certain nombre. Alors ça, à la rigueur, avec les réseaux de neurones, donc on va voir qu'en fait vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de couches de neurones. Une seule couche de neurones peut suffire pour apprendre ce modèle. Mais quand vous avez le nombre de, par exemple pour le cas des images, alors si vous prenez par exemple une image, vous avez une image de 500 pixels x 400 pixels, c'est-à-dire vous avez 200 000 pixels. Vous avez 200 000 pixels. Alors maintenant, pour pouvoir faire l'apprentissage des images, la reconnaissance des images, ça veut dire que votre modèle, vous allez lui donner combien d'entrées? Vous avez 200 000. Alors si vous avez 200 000, ben, il est clair que si vous avez 200 000 entrées, parce que chaque pixel c'est une entrée, avec une seule couche de neurones, c'est insuffisant. On ne peut pas résoudre ce problème-là. Généralement, on a besoin d'avoir beaucoup de couches de neurones. Et quand vous utilisez ça, donc quand vous utilisez donc beaucoup de couches de neurones qui sont empilées dans le modèle, alors dans ce cas-là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle deep learning. C'est l'apprentissage profond. C'est toujours le même concept, mais sauf que cette fois-ci, pour faire du deep learning, ben, il vous faut des réseaux profonds, avec beaucoup de couches, etc., avec beaucoup de neurones. Et bien sûr, donc, au niveau de deep learning, il y a des algorithmes qui sont assez connus, comme CNN, les réseaux de neurones à convolution, RNN, les réseaux de neurones récurrents. Alors tout ça, c'est des concepts que vous allez voir et que vous allez vraiment voir plusieurs fois et que vous devrez savoir utiliser. Alors en tout cas, CNN, il est utilisé pour la reconnaissance d'images globalement. Vous l'utilisez pour l'imagerie d'une manière générale. Et RNN, c'est tout ce qui est quand vous avez des séquences temporelles, c'est-à-dire c'est par exemple la reconnaissance de la voix, la reconnaissance d'un signal. Donc c'est-à-dire quand vous avez un problème là où il y a la notion de temps, n'est-ce pas? Quand vous avez le temps, généralement vous faites appel à une variété d'algorithmes parmi lesquels il y a RNN, les réseaux de neurones récurrents. Après, il y a, dans les problèmes d'une manière générale, parfois on a besoin d'utiliser les deux. Donc on a besoin de faire du deep learning, mais en même temps on a besoin de faire l'apprentissage par renforcement. Alors quand vous faites les deux, on dit qu'on est en train de faire deep reinforcement learning. C'est-à-dire, en principe, par exemple, comme je disais tout à l'heure, la voiture autonome, il fait du deep reinforcement learning. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'utiliser des caméras pour reconnaître l'environnement. C'est quoi ça? C'est du deep learning avec les algorithmes CNN, etc. Mais en même temps, il doit savoir quelle est la bonne décision à prendre. Est-ce qu'il va tourner à gauche ou à droite, ou etc. Et bien, tout simplement, quoi, c'est de l'apprentissage par renforcement. Alors globalement, c'est-à-dire que vous aurez besoin de faire les deux. Et quand vous combinez les deux dans le même modèle d'apprentissage, on dit qu'on est en train de faire Deep Reinforcement Learning. Alors voilà, donc ça c'est juste quelques concepts de base que vous devrez connaître, en tout cas. Et vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances à ce niveau-là. Et nous, dans le cours des systèmes multi-agents, on va s'intéresser plutôt donc à l'aspect, on va dire, pratique, n'est-ce pas? Et on va essayer donc de voir comment mettre en œuvre les applications utilisant l'intelligence artificielle distribuée. Vous avez des questions à ce niveau-là? C'est bon? Alors en tout cas, donc j'aurai l'occasion de revenir sur un exemple de machine learning. Ça c'est pour juste des exemples. C'est quoi un neurone, c'est quoi un réseau de neurones? Alors tout ça, je ne vais pas en parler parce que de toute façon, vous allez le traiter dans un autre cours. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi un agent? C'est quoi un système multi-agent? Donc un agent, c'est une entité, c'est un logiciel, c'est une entité, généralement,
qui agit de façon autonome, il y a la notion de l'autonomie, pour atteindre des objectifs pour lesquels il a été créé. Donc, c'est-à-dire quand je crée un agent, c'est qu'il a des objectifs à atteindre. Par exemple, quand vous dites un robot, quand vous le lâchez, et vous dites le robot doit aller chercher quelque chose, donc il a un objectif à atteindre. Et bien sûr, cet agent-là, il a besoin de communiquer. Donc la capacité de communiquer avec d'autres agents pour résoudre ces problèmes. Donc il est doté de capacités semblables à celles des êtres vivants, des êtres humains ou bien des animaux. Donc un agent peut être, dans la modélisation multi-agent, un agent peut être un processus, c'est-à-dire une application, ça peut être un robot, ça peut être également un être humain. Parce que dans les systèmes multi-agents, un système multi-agent, c'est-à-dire c'est un ensemble d'agents qui intervient pour résoudre un problème. Parmi les agents, il y a des robots, il y a des applications, il y a plein de choses, mais il y a les êtres humains. C'est-à-dire un être humain est considéré comme étant un agent qui peut participer, par exemple, dans un processus de système multi-agent. Donc un système multi-agent, donc c'est un système distribué qui est composé. Donc ça c'est la notion d'agent. Donc vous notez bien. Donc la notion d'agent c'est l'autonomie qui a la capacité de communiquer avec d'autres agents. Et un système multi-agent, donc c'est un système distribué qui est composé d'un ensemble d'agents distribués. Chaque agent est situé dans un environnement et interagissent selon une organisation. Alors, on retrouve ce qu'on appelle les trois dimensions d'un agent. Les trois dimensions d'un agent, il y a l'environnement, l'interaction, l'organisation. Alors, pour cela, donc, dans un système multi-agent, on va essayer donc d'exploiter le concept de l'intelligence artificielle distribuée. C'est l'intelligence collective. Voilà un agent. Alors, un agent, c'est quoi? Bon, un agent égale deux choses. Body et mind. Alors, c'est-à-dire, donc, en fait, un agent, il y a le corps. En fait, le body, c'est la dimension physicaliste, parce que généralement, par exemple, quand vous dites un robot, il y a deux choses. Il y a l'aspect software, mais également, il y a de la mécanique, c'est-à-dire, il y a le corps, n'est-ce pas? Alors, donc, body, donc, ça donne la dimension physicaliste. Et après, donc, la partie mind, donc, c'est la dimension épistémique. Donc, c'est-à-dire, donc, tout ce qui est l'apprentissage, l'intelligence, généralement, c'est la partie mind qui va permettre de faire ça. Donc, déjà, un agent est situé c'est une entité autonome qui est située. C'est-à-dire, il faut situer l'agent dans un environnement qui est ouvert. Donc, il y a la notion de sa situation, la persistance, la mobilité. Donc, globalement, ça définit donc la dimension physicaliste, c'est-à-dire body. Et après, donc, pour la partie mind, donc, vous avez la notion de population, l'interaction, l'intention, l'apprentissage, le raisonnement et tout ce qui reste donc, pour l'intelligence artificielle. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous êtes jamais posé la question. Quelle est la partie la plus importante en vous? Est-ce que c'est le mind ou bien body? N'est-ce pas? Validé, n'est-ce pas? Alors vous savez, quand je vous donne un exercice à résoudre, un problème à résoudre, ben, il est clair que vous utilisez votre cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Mais en même temps, même si vous avez votre cerveau, mais il faut écrire, il faut bouger, il faut faire des choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, on a besoin, donc il y a deux dimensions. La dimension épistémique et la dimension physicaliste. C'est clair? Alors ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, les trois dimensions d'un agent, comme je disais... Alors, les trois dimensions d'un agent, donc vous avez, un agent, il vit dans un environnement, comme je disais, il rentre en interaction avec d'autres agents et il évolue dans une organisation. Selon une organisation,
Alors d'abord, l'environnement, c'est un espace de vie. L'agent va trouver un ensemble de ressources pour faire ces choses. Il y a des capteurs, etc. Donc il y a des ressources. L'interaction. Alors pour l'interaction, il y a des langages de communication. On va voir par la suite, il y a un langage qui s'appelle ACL, Agent Communication Language, c'est pour la communication entre les agents. Mais après, il y a d'autres langages, notamment pour échanger de la connaissance. Il y a KIF. KIF, c'est Knowledge Interchange Format. C'est également c'est un langage qui est utilisé pour échanger de la connaissance. Après, il y a plein d'autres choses que vous allez voir qui sont basées sur XML, RDFS, langage des ontologies. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de langages qui sont utilisés pour faire communiquer les agents. Alors, c'est vrai que les êtres humains communiquent en utilisant le langage naturel, notamment français, arabe, etc., n'est-ce pas? Mais les agents, ils doivent utiliser leur propre langage, le langage devrait ressembler un petit peu au langage humain. Alors forcément, ici, il y a une grande évolution qui a été faite à ce niveau-là, donc tout ça, vous pouvez le voir. Et après, au niveau de l'organisation, donc vous avez différents types d'organisations, centralisées, décentralisées, hiérarchiques, etc., multidimensionnelles. Donc on peut faire évoluer un système multi-agent dans une organisation quelconque. Alors pour quelqu'un qui fait de la programmation orientée objet, il se pose toujours cette question. C'est quoi la différence entre un agent et un objet? Alors, la différence, elle est là. Alors, un objet est réactif, alors qu'un agent est proactif. Ça veut dire quoi? Bon, un agent est réactif, ça veut dire qu'un objet, c'est une entité qui est passive. Vous créez un objet, il est en mémoire. Si vous ne demandez pas quelque chose à l'objet, il ne va rien faire. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand vous créez un objet, vous avez son état, qui est représenté par ces variables d'instance, et son comportement avec des méthodes. Et une fois que vous créez l'objet, à un moment donné, cet objet-là, il faut le solliciter, il faut faire appel aux méthodes, n'est-ce pas? Alors si un autre objet ne lui demande pas de faire des choses, ben, tout simplement l'objet, il est passif. Donc c'est ça la notion d'objet classique. Alors qu'un agent, il est proactif. Ça veut dire qu'un agent, il n'a pas besoin d'une autre sollicitation externe pour agir. Donc un agent possède en plus des attributs et des méthodes, il possède des processus internes qui fonctionnent même en l'absence d'une sollicitation externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des processus, généralement, il y a un thread à travers lequel qui tourne tout le temps, et c'est-à-dire ce processus-là que l'agent analyse la situation à tout moment donné, il apprend, il construit son raisonnement, il fait une représentation c'est-à-dire de son contexte, et qui va lui permettre de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'un robot, quand vous le lâchez, une fois qu'il aurait appris, vous n'avez pas besoin de lui dire de faire des choses, mais tout seul, il peut agir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dispose des processus qui font de lui donc, un agent qui est autonome. C'est clair? Donc la notion de réactif, ça veut dire quoi? Il faut le solliciter pour qu'il puisse réaliser une action. Alors proactif, ça veut dire qu'il peut agir lui-même, il n'a pas besoin d'une sollicitation externe pour prendre des décisions pour évoluer. Bon, un agent, il est persistant. Alors ça veut dire quoi? Un agent est persistant, c'est-à-dire si un agent est proactif, pourquoi on dit qu'un agent est proactif? C'est parce que d'abord, il a un but à atteindre. Parce qu'en fait, il est programmé pour atteindre un but qu'il cherche à satisfaire d'une manière persistante. C'est-à-dire que tant qu'il pense que c'est encore possible, alors quand vous dites à un agent de sortir de la pièce, tant qu'il pense que c'est possible de sortir par exemple, donc il va tenter tout le temps. C'est-à-dire, en fait, il y a une précondition logique qui fait que à un moment donné, l'agent, il croit toujours qu'il peut atteindre cet objectif. Mais également, tant qu'il a les ressources nécessaires pour le faire. Alors c'est clair qu'il y a les dimensions également environnement qui vont agir. C'est-à-dire, je veux bien sortir, mais si je n'ai pas la clé, cette ressource-là, je ne peux pas
je ne peux pas le faire. Ou tout simplement, il y a l'énergie, n'est-ce pas? C'est que quand, par exemple, je n'ai plus assez d'énergie, donc c'est-à-dire je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, tant que, bien sûr, ces conditions sont valables, bien, tout simplement, l'agent il est persistant. Il va toujours persister jusqu'à ce qu'il arrive à atteindre son objectif. Donc, un agent également, il est adaptatif. Donc, l'agent, il s'adapte à l'environnement. Donc, face à un environnement qui change perpétuellement, donc l'agent doit constamment modifier son plan et poursuit, bien sûr, c'est-à-dire ses actions pour atteindre un but précis. Donc, pour cela, donc, il doit percevoir, évaluer, il doit analyser la situation, il doit l'évaluer, construire une représentation en cours de son fonctionnement. Alors, quand vous dites construire une représentation, peut-être construire cette représentation, ben, c'est la table d'apprentissage. Parce qu'en fait, quand il est en train de tenter de faire quelque chose, c'est qu'il est en train. Rappelez-vous tout à l'heure avec l'apprentissage par renforcement. Ce que je disais pas au niveau de l'apprentissage par renforcement, c'est que l'agent, il va explorer, il va agir, il a des récompenses. Et ces récompenses-là vont lui permettre de construire ce qu'on appelle une Q-table ou bien une value table, c'est une table d'apprentissage qui vont lui permettre à un moment donné, quand il est dans une situation donnée, il sait quelle est la bonne décision à prendre. Donc vous posez le robot quelque part, ben il sait qu'il va tourner à gauche ou à droite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a déjà appris que ça c'est le mur. Donc automatiquement il va tourner jusqu'à ce qu'il trouve un espace où il n'y a pas de mur. Donc tout ça, c'est globalement, c'est des choses qu'il doit faire. Donc c'est toujours dans le système d'apprentissage. Et après, il va élaborer des plans dynamiques qui permettent de lancer un processus interne ou bien tout simplement stopper un processus interne. Donc globalement, alors tout ça, ça rentre dans c'est-à-dire les caractéristiques d'un agent qui est adaptatif. Alors nous avons dit également que les agents également ils sont réactifs. Nous l'avons dit pour le cas des objets, mais la même chose pour les agents. En fait, un agent réactif, en fait, on peut dire que d'une manière générale, quand vous êtes dans les systèmes multi-agents, vous avez deux types d'agents. Il y a les agents réactifs et les agents cognitifs. En fait, l'agent réactif sont issus de la modélisation physicaliste du monde et sont assimilés à une fonction de transfert. C'est-à-dire qu'un agent réactif, généralement, il n'y a pas d'intelligence. C'est que vous le programmez avec des conditions if, else, if, else, if, else, if, else. Et après, avec un algorithme en interne. Et après face à une situation ST, avec des inputs quelconques, il va réagir pour réaliser une tâche. Donc c'est comme si vous programmez un agent, vous lui dites, quand il reçoit un message, si ce message-là contient telle information, voilà ce que tu vas faire. Alors si tu le programmes à réagir de cette manière-là, dans ce cas-là, donc vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un agent réactif. Et après, il y a l'agent cognitif. Alors, agent réactif et agent cognitif. Alors, c'est quoi un agent cognitif? Tout simplement, il y a la modélisation mentale, c'est-à-dire il y a la notion d'apprentissage qui va rentrer dedans. C'est que vous avez l'agent qui va agir sur l'environnement, et après il y a un retour. Ces retours-là, c'est les récompenses, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire j'agis. Vous savez que la première fois que vous avez tapé le mur, comment vous avez su que le fait de taper au mur, par exemple avec votre main, ça fait mal? C'est parce qu'un jour vous avez essayé. Quand vous étiez enfant, c'est que vous avez essayé de faire. Mais quand vous l'avez fait et que vous savez que ça fait mal, tout simplement vous avez appris cette information. C'est la même chose. Donc vous avez un agent qui va agir sur le monde, sur l'environnement. Et après l'environnement, il y a un retour. Et à partir de ce retour-là, donc on va construire une représentation. Donc il y a une table d'apprentissage qui fait qu'à un moment donné,
l'agent il réagit au fur et à mesure qu'il agit au niveau de l'environnement. Il apprend à prendre les bonnes décisions. Alors forcément, quand je parle de ça, donc je suis plus dans quel type d'apprentissage? C'est de l'apprentissage par renforcement, d'accord? Mais également, on peut utiliser un algorithme d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que on va lui apprendre à réagir en fonction, bien sûr, d'un dataset pour lequel on connaît, c'est-à-dire l'apprentissage par les exemples. Un dataset pour lequel on connaît les inputs et les outputs. Bon, ça c'est un exemple sur lequel je vais revenir après. Alors nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de c'est quoi un agent, c'est quoi un système multi-agent, n'est-ce pas? Les trois dimensions d'un agent, la différence entre un objet et un agent. Bon, l'objet il est réactif et l'agent il est proactif. Les deux types d'agents, à savoir les agents réactifs et les agents cognitifs. Alors maintenant, la partie interaction des agents. Alors dans les systèmes multi-agents, dans un système multi-agent, rien n'est complètement global et rien n'est complètement local. Parce que d'habitude, dans les applications, souvent, dans l'orienté objet, vous l'avez appris, c'est que vous dites, il y a la notion d'encapsulation, c'est-à-dire chaque objet a ses propres données, ses variables d'instance, et après il y a ses méthodes, n'est-ce pas? Les variables d'instance sont privées, sont locales, et généralement les méthodes sont publiques. Généralement, quand un agent veut demander un service à un autre agent, plutôt un objet veut demander un service à un autre objet, donc il n'a qu'à invoquer une méthode, qui est publique généralement. Alors maintenant, au niveau des systèmes multi-agents, c'est que vous êtes, donc en principe les agents, rien n'est global, c'est-à-dire qu'un agent ne peut pas stocker toutes les données de l'environnement pour prendre les décisions. C'est-à-dire il n'a pas toutes, c'est d'ailleurs comme les êtres humains, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir toutes les variables du problème, vous ne pouvez pas les concentrer sur un agent parce que ce n'est pas faisable, n'est-ce pas? Alors généralement, chaque agent dispose d'une partie des connaissances, chaque agent dispose d'une partie des données, mais en même temps, rien n'est local. C'est-à-dire que même les données dont je dispose, ils restent accessibles à l'introspection. C'est-à-dire que même les données dont je dispose, c'est qu'ils sont locales, c'est vrai, je peux les utiliser moi-même, mais s'il y a un autre agent qui m'envoie un message pour lui fournir ces informations, donc je vais lui donner ces données-là. Donc, c'est-à-dire, les agents, chacun dispose d'une base de connaissances, d'une manière distribuée, mais en même temps, on ne peut pas avoir toutes les connaissances de l'environnement, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'un agent, à un moment donné, il a toujours besoin d'interagir avec un autre agent pour lui demander un service, pour lui demander une information, etc. Alors comment? Alors pour faire communiquer les agents, donc on va utiliser donc des langages de communication. Donc vous avez différents types de communication entre agents. Donc vous avez la communication entre un agent et un autre agent, des agents logiciels. Donc au niveau communication, il y a des langages qui sont utilisés, notamment ACL. Alors ACL, Agent Communication Language. Donc on va voir tout à l'heure comment l'utiliser au sein des agents. Alors au niveau des connaissances, pour échanger les connaissances, il y a des langages comme KIF. Alors KIF, c'est pas le KIF de... Alors KIF, c'est Knowledge Interchange Format. Donc c'est pour échanger la connaissance. D'accord? Après, on peut utiliser donc des dérivés de XML. Dans le domaine du web sémantique, ça vous le savez, il y a RDF, n'est-ce pas? Il y a Ontology Web Language, le langage des ontologies. Donc il existe plusieurs moyens pour pouvoir échanger les connaissances entre les agents. Et après, vous avez l'interaction entre l'humain et l'agent. Alors maintenant, entre l'humain et l'agent, généralement, il y a une évolution, c'est-à-dire il y a les interactions langagières.
Bah, aujourd'hui, donc, un être humain peut parler à un agent et l'agent il est capable de connaître, de faire la reconnaissance vocale et de reconnaître, c'est-à-dire la parole, d'interpréter la parole humaine. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et après, vous avez l'interaction multi-agent. Alors, dans le domaine c'est-à-dire l'intelligence artificielle distribuée, donc vous trouverez, bon, déjà entre humains et humains, entre les humains, bon, ça, c'est les agents, c'est le. N'est-ce pas? C'est le classique. Alors, après, vous avez donc quoi d'autre? Voilà, donc vous avez des systèmes multi-agents dans lesquels vous avez des humains, des agents, etc. Donc, des choses assez complexes. Alors, en tout cas, comment? Alors, maintenant, au niveau de l'interaction entre les agents, alors au niveau des interactions, l'interaction entre les agents, il y a des choses qui sont interdites. C'est des erreurs de programmation, en fait. Je nomme les erreurs interdites. C'est que les actions directes, un agent n'a pas le droit d'agir directement sur un autre agent. Ça, c'est ce que vous faites avec les objets, n'est-ce pas? Avec les objets, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un objet qui fait appel aux méthodes d'un autre objet. C'est-à-dire, si vous trouvez dans votre programmation multi-agent un agent dans lequel vous appelez un getter d'un autre agent, n'est-ce pas? Ou bien une méthode d'un autre agent, ça c'est interdit. C'est tout à fait normal, pourquoi? Parce que vous êtes dans des systèmes distribués. Parce qu'un agent se trouve dans une machine et l'autre agent se trouve dans une autre machine. C'est des entités qui sont distribuées. Donc l'interaction, si vous voulez, directe, elle est interdite. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est interdit. Vous l'avez noté. Bon, ça veut dire quoi? Si l'interaction directe est interdite, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser donc une requête formelle au langage IA. Alors si vous voulez, donc, pour qu'un agent puisse interagir avec un autre agent, il va lui envoyer un message, n'est-ce pas? Alors c'est tout simplement l'agent Y, par exemple, l'agent X demande à l'agent Y could you change your location? C'est-à-dire, je lui envoie un message, je lui demande de faire quelque chose, mais après c'est l'agent qui va décider. Alors pour qu'il puisse décider, c'est lui, il raisonne. Il va faire ses calculs, etc. N'est-ce pas? Et après il prend la décision, est-ce qu'il va changer sa position ou pas? N'est-ce pas? Alors ça, on le dit souvent, n'est-ce pas? Ne touche pas à mes affaires. Ne touche pas à mes affaires. Si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à me le demander. C'est aussi valable pour les êtres humains. Alors, vous n'accepterez jamais quelqu'un aller vers votre poche pour voir ce qu'il y a dans votre poche ou bien dans votre sac, n'est-ce pas? Ne touche pas à mes affaires. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tu me poses tu m'envoies un message, tu me le demandes, et c'est à moi de décider est-ce que je vais te donner cette information ou pas. Alors ça, c'est l'idée principale. Donc, faites attention, dans votre modélisation multi-agent, quelqu'un qui fait l'orienté objet, généralement, parfois il crée des agents, il veut résoudre le problème, mais dans un agent, si vous commencez à faire appel aux méthodes d'un autre agent, alors c'est que vous avez raté votre problématique parce que ce n'est pas une approche multi-agent. Donc, cette action, elle est interdite. Alors, il existe également un autre moyen pour faire communiquer les agents, mais d'une manière indirecte. Alors, parmi ces interactions indirectes, donc on peut utiliser ce qu'on appelle un blackboard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que vous avez une base de connaissances, si vous voulez, une sorte de base de données, une mémoire partagée, à travers laquelle les agents ils peuvent interagir. Donc, je travaille. Et après, si vous voulez, j'ai un blackboard dans lequel je peux stocker les données. Bien sûr, toutes les données que je stocke dans cette mémoire partagée, elle est accessible également aux autres agents. Donc également, c'est un moyen qui permet de faire communiquer les agents. Il y a des cas comme ça. Mais en tout cas, c'est une solution, même si ce n'est pas assez pratique, parce que vous avez besoin d'utiliser une mémoire partagée, parce que tous les agents vont dépendre d'une même mémoire partagée. Mais ça fait partie donc des solutions qui peuvent être utilisées. Alors dans ce cas-là, chaque agent peut atteindre ses propres données
au niveau de la mémoire partagée. Alors, une autre manière de faire l'interaction indirecte, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les zones de conflit ou bien le partage de ressources. Alors, autrement dit, vous savez qu'un agent évolue dans un environnement, il y a un autre agent qui évolue dans son environnement. Mais il se trouve que parfois, il y a un agent qui peut pas, c'est-à-dire que les agents, ils ont ce qu'on appelle les zones de conflit. Hein. Alors, parfois les agents, ils peuvent communiquer à travers cette zone de conflit. Alors, par exemple, c'est le cas, par exemple, des fourmis. Alors, vous avez déjà peut-être appris avec les algorithmes de colonies de fourmis. Alors, comment les fourmis vont communiquer? Ben, les fourmis, ils vont se déplacer dans l'environnement et après, ils vont laisser une substance qui s'appelle les phéromones. En fait, les phéromones, c'est une substance chimique qu'ils vont laisser au chemin, qui fait que quand une fourmi passe, il sait qu'il y a des fourmis qui sont passées par là. C'est-à-dire que les fourmis communiquent, mais à travers quoi? À travers une substance qu'ils vont laisser dans leur chemin. Et généralement, comme cette quantité de phéromones s'évapore dans le temps, donc ce qui fait, une fourmi peut savoir facilement, en quelque sorte, quel est le chemin optimal à prendre. Alors c'est pour cela que généralement, quand une fourmi trouve de la nourriture, généralement il fait un certain nombre de choses qui font que les autres, à un moment donné, vous trouverez les fourmis, ils suivent un même chemin pour atteindre la nourriture. Mais pour y arriver, parmi d'ailleurs les algorithmes que vous allez d'ailleurs apprendre également au niveau de l'optimisation, il y a les méta-heuristiques, parmi lesquels il y a l'algorithme de colonie de fourmis. Alors toujours, on est dans l'interaction entre les agents. Alors, quand dans les langages d'interaction entre les agents, il y a la notion de l'intention de communication, ce qu'on appelle speech act. L'intention de communication, c'est que, vous savez, même chez les êtres humains, je peux vous dire une chose, mais la manière avec laquelle je vous l'ai dit, la manière que vous voulez que... Oui, tu me l'as dit, mais avec tes grimaces, n'est-ce pas? Tu m'as dit quelque chose, mais d'une manière X. C'est à partir de la manière avec laquelle vous avez dit la chose, vous pouvez comprendre d'autres choses qui n'existent pas dans l'information. Je peux comprendre, par exemple, que vous êtes fâché, ou je peux comprendre, par exemple, que vous êtes en train de m'avertir, ou bien vous êtes en train de... Hein, sans le dire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans la communication, il y a ce qu'on appelle l'acte de communication. Alors, la même chose dans le langage ACL, quand on envoie un message, par exemple, vous avez par exemple soit une proposition P, il pleut. Par exemple, il y a un message, il y a un agent qui envoie un message comme ça, inform. Inform, c'est ce qu'on appelle speech act. C'est l'acte de communication. Au langage ACL, vous trouverez inform, request, call for proposal. Vous trouverez des mots-clés qui sont assez connus. Alors en tout cas, vous avez par exemple A informe B. Donc vous avez un agent A qui informe l'agent B. Comme quoi il croit, par exemple, il lui dit il pleut. Alors il pleut, c'est-à-dire quoi il pleut? Ça veut dire que je crois sincèrement et je t'informe qu'il pleut. Le fait que je te dis il pleut, ben, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire il pleut, mais en même temps je suis en train de te dire que moi je crois et je suis sincère comme quoi il pleut. Alors la conséquence, le B, quand il reçoit par exemple un message de type informe, B sait que A croit à la proposition P parce que vous avez informe. Quand vous dites informe, ça veut dire l'agent qui vous a envoyé une information avec informe, ça veut dire qu'il est sûr, il croit à ça. Alors quand vous recevez une information avec informe, vous n'allez pas dire bah, je ne lui fais pas confiance. En fait, c'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais ce qui est sûr, c'est que sincèrement, il croit à ça.
Autre chose, c'est que B sait que A voulu l'informer. Alors, au sujet de P. Alors, ici, c'est quoi? C'est la coopération. Il y a une menace ou je ne sais pas quoi. Donc, si je vous dis il pleut, c'est juste pour vous dire, prenez vos précautions. Vous avez besoin d'un parapluie. En fait, c'est la coopération. Autre chose, c'est que B choisit ou non d'adopter la croyance de P. C'est-à-dire que B, il est informé, mais en fait, B, il a le droit. Donc, c'est lui de décider est-ce qu'il va croire à cette proposition ou pas. Et après, vous avez donc B réagit à l'impact de 1 à 3, donc en appliquant bien sûr ses propres stratégies. Donc, globalement, c'est ce qu'on va retrouver souvent dans la communication entre les agents. À chaque fois qu'on envoie un message, un agent, donc vous avez ce qu'on appelle l'acte de communication. Alors, si je vous envoie un message avec une forme, ça veut dire que moi, je n'attends pas la réponse. Mais si je vous envoie un message avec request, c'est-à-dire je vous demande de me donner une réponse. Ben, je parle que inform request, mais vous allez voir, il y a un certain nombre d'actes de communication que vous allez beaucoup utiliser dans le langage d'interaction entre les agents. Mais après, donc, les systèmes multi-agents peuvent être utilisés dans le cadre des systèmes distribués, des systèmes parallèles. La manière de connecter les agents pour résoudre des problèmes complexes, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les architectures centralisées, dans lesquelles vous avez un agent central qui va se charger d'exécuter une application, mais d'une manière parallèle et distribuée. Mais pour pouvoir exécuter cette tâche-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer donc d'utiliser un ensemble d'agents. Ben, il se trouve que tous les agents, par exemple ici, tous les agents sont pareils. C'est-à-dire tous les agents sont programmés pour faire la même chose. Je vous donne juste un exemple. Je voudrais traiter une image. Et pour traiter une image, donc vous avez un agent qui va charger l'image, mais chaque pixel, chaque partie de l'image, je vais prendre l'image, je vais la découper en plusieurs parties. Chaque partie de l'image, je vais la donner à un agent. Mais après, je vais leur dire filtrer l'image. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque agent va filtrer sa propre petite partie de l'image. Alors, comme ça, on peut accélérer le calcul, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas traiter une grosse image au sein d'une seule machine, ben, on va la découper, on va distribuer, et après, on va demander à chaque agent de traiter sa propre partie de l'image. Alors, quand vous travaillez comme ça, c'est que tous les agents, à n'importe quel moment, ils font le même traitement. Parce que c'est le même algorithme de filtrage qu'ils vont exécuter, mais sur des données différentes. Alors, ce genre d'architecture, c'est ce qu'on appelle SIMD. Single Instruction, Multiple Data. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est la même instruction qui est exécutée par tous les agents, mais avec des données qui sont différentes. Alors, pour ne pas parler de l'instruction, on va parler de SPMD, Single Program Multiple Data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les agents exécutent le même algorithme, mais avec des données qui sont différentes. Alors ça, c'est les architectures SIM, MIMD, etc. Donc après, l'organisation peut être faite de plusieurs manières. Par exemple, dans des architectures, on trouve que tous les agents sont organisés sous forme d'une grille, avec un ensemble de lignes et de colonnes. Et après, les agents, ils peuvent communiquer entre eux. Donc ça, c'est une architecture qui peut être utilisée donc, pour les systèmes parallèles. Mais également, on peut utiliser une architecture hiérarchique comme ça. Mais après, donc, il y a les architectures décentralisées. Donc ça, c'est centralisé, décentralisé. Alors, dans décentralisé, c'est ce qu'on appelle les architectures MIMD ou bien MPMD. Alors, MIMD, ça veut dire Multiple Instruction, Multiple Data. Ou bien Multiple Programme, Multiple Data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce cas-là, chaque agent exécute son propre programme. C'est-à-dire, on ne va pas exécuter c'est-à-dire chaque agent exécute un traitement qui est différent. Donc ils n'ont pas les mêmes instructions, ils n'ont pas les mêmes programmes, mais en même temps chacun agit sur des données qui sont différentes.
Et après, par la suite, il y a l'interaction entre les agents qui vont communiquer entre eux de façon à ce qu'ils puissent résoudre des problèmes complexes. Alors, c'est ce qu'on appelle la société d'experts. Voilà, on a presque terminé donc les concepts de base sur les systèmes multi-agents. C'est des concepts, on va dire, théoriques, mais après, il faut les pratiquer. Alors maintenant, au niveau des applications des systèmes multi-agents, pratiquement depuis longtemps, les systèmes multi-agents sont très appliqués dans la simulation de phénomènes complexes comme en sociologie, physique, des particules, chimie, robotique, biologie cellulaire, l'ethnologie, etc. Donc pratiquement, c'est dans ces domaines-là. On peut faire la simulation de problèmes complexes. Dans le domaine de l'intelligence artificielle distribuée pour la résolution de problèmes complexes, dans les systèmes parallèles et distribués, robotique, productique, télécom, les jeux vidéo, cinéma, les animations 3D. Bon, il y a pratiquement, je suis sûr que vous avez déjà vu des films un peu bizarres, n'est-ce pas? Comme par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Matrix, n'est-ce pas? Alors, en fait, pratiquement les logiciels il y a beaucoup de films qui utilisent donc cette approche multi-agent pour faire la simulation, parce que parfois c'est très difficile d'avoir un tel résultat. Le commerce électronique, le e-learning, l'urbanisation, smart grid, gestion du trafic routier, finance, web sémantique, internet des objets, etc. Donc globalement, vous avez pratiquement donc tous les domaines d'application ont utilisé cette approche multi-agent d'une manière ou d'une autre. Après. Alors maintenant, la notion d'agent, elle peut représenter en fonction des domaines. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la chimie, vous voulez faire par exemple une application multi-agent en chimie, l'agent peut représenter une molécule. Une molécule, c'est-à-dire ça peut être modélisé sous forme d'un agent. En robotique, par exemple, un agent, ça peut être un robot ou bien une partie de robot. Parce qu'en fait, un robot lui-même, dans le robot, il y a la main, il y a les pieds, il y a plein de choses. Chaque partie du robot, ça peut être un agent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un agent composé. En biologie cellulaire, par exemple, un agent peut être une cellule. En éthologie, donc ça peut être l'animal. En sociologie, ethnologie, donc ça peut être un être humain, etc. Alors maintenant, les plateformes multi-agents. Maintenant, vous voulez développer des applications multi-agents. En fait, il existe plusieurs middleware, plusieurs frameworks qui sont créés. Alors, la majorité des frameworks sont en langage Java. Après, vous trouverez également dans les autres langages de programmation des middleware multi-agents. Il y en a beaucoup. En fait, Anylogic, Cormas, Domis, Jack, Jad. Alors en fait, Jad, c'est un middleware que nous allons utiliser pour développer les systèmes multi-agents. Jadex, Janus, Jason, Matkit, qui est également très utilisé. Magic, Omas, Semantic Agent, Speed, Massive, etc. Vous avez plein de middleware, donc au niveau de la littérature, c'est pas ce qui manque, mais globalement, chaque middleware, chaque framework offre des fonctionnalités en fonction parfois de type de problématique. Et parmi les middleware multi-agents qui respectent les spécifications de la FIPA, en fait, il y a la norme, la norme qui s'appelle FIPA, dont je vais revenir tout à l'heure, qui a dressé un certain nombre c'est-à-dire de standards, normalement que doivent respecter les middleware multi-agents. Et il y en a des middleware qui respectent cette norme, il y en a d'autres qui ne la respectent pas. Alors c'est pour cela donc JAD, donc c'est l'un des middleware qui respecte c'est-à-dire cette spécification de la FIPA, dont on va parler tout à l'heure.